On commence tout de suite, je vous le disais, par le rapport du Centre fédéral migration, Myria, avec vous, François de Smet. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, je parlais de ces chiffres sur le nombre de demandeurs d'asile qui a effectivement chuté entre 2015 et 2016. Est-ce que, pour autant, la crise est derrière nous ? Ça dépend d'où on se place. C'est vrai que pour la Belgique, par exemple, comme d'ailleurs pour la plupart des pays européens, c'est une forte baisse. On passe de 40 000 demandeurs d'asile en 2015 à 14 000, c'est-à-dire à peu près ce qui était avant en 2015, en 2016. Ouais, on peut peut-être voir les chiffres d'ailleurs, parce qu'effectivement, c'est impressionnant. 14 250 demandes en 2016. 39 900 en 2015, donc effectivement, c'est une chute. Oui, et en fait, le grand tournant, c'est en mars 2016. Il s'est produit deux événements simultanés. D'une part, l'Europe a fermé matériellement ses frontières entre la Grèce et la Macédoine, en bloquant donc une série de personnes. Et puis l'Europe a conclu ce fameux deal avec la Turquie, visant à échanger les nouveaux arrivants qui arriveraient sur les îles grecques, qui viennent de Syrie ou d'ailleurs, contre d'autres arrivants, les renvoyant systématiquement en Turquie contre des réinstallés. Et la combinaison de ces deux événements a stoppé net le gros flux migratoire qui partait depuis l'été 2015 jusque mars 2016. Et c'est la conjugaison de ces deux événements qui a, dans toute l'Europe, fait arrêter la crise migratoire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de crise migratoire dans le monde. C'est en 2016 qu'il y a eu plus de 5 millions de Syriens en dehors de leurs frontières. Il y a toujours des morts en Méditerranée, 5 000 l'année dernière, déjà 2 000 rien que cette année. Donc la crise est toujours là, mais les gens n'arrivent plus jusqu'ici. Donc on ne la voit plus. Néanmoins, même si le nombre d'arrivées a diminué, en Grèce par exemple, et sur les îles grecques, là où les réfugiés sont bloqués, là la situation humanitaire est catastrophique et dramatique. C'est bien d'en parler parce qu'on ne parle plus de ces gens. Or, il y a 62 000 personnes qui sont bloquées en Grèce, alors à la fois sur les îles et sur le continent. Sur les îles, vous avez à peu près 14 000 personnes dans ce qu'on appelle les hotspots, des centres de détention, qui ont une capacité d'environ 8 500 personnes. On voit tout de suite le problème. Et qui sont censés normalement ensuite dispatcher ou renvoyer, relocaliser ces réfugiés ailleurs. Tout à fait. Les centres sur les îles grecques sont supposés servir de lieu de transit. Les gens sont supposés introduire, s'ils le veulent, les demandes d'asile et éventuellement être renvoyés en Turquie. Par contre, tous les gens arrivés depuis un an et qui sont eux sur le continent, et ça fait plus de 40 000 personnes, ceux-là, en effet, sont supposés en partie être relocalisés par les partenaires européens. Simplement, les pays européens traînent beaucoup des pieds. La Commission européenne a annoncé qu'elle envisageait de lancer une procédure contre 3 pays, la République tchèque, la Pologne et la Hongrie, qui refusent de prendre le moindre relocalisé. Et tous les pays, en ce compris la Belgique, ont donc une obligation de tenir des engagements qu'ils ont pris, de prendre ces demandeurs d'asile, en partie bien sûr, et de leur permettre de poursuivre leur trajet migratoire chez nous. Alors justement, l'état de la Belgique, parce que vous parliez de la procédure judiciaire qui pourrait être engagée contre 3 pays. Néanmoins, la Belgique est loin du compte aussi en ce qui concerne la relocalisation, justement. Disons que la Belgique est un peu au milieu de la classe, mais quand même côté radiateur. C'est-à-dire que la plupart des pays européens font mieux que nous. Nous en sommes à peu près à 623 personnes relocalisées, alors que nous en avions promis 3800, et on est supposé arriver à faire ça en septembre de cette année. Visiblement, on va pas y arriver, on va peut-être arriver à 1000 à peu près, et on est donc à 16% de notre engagement. La France, toute une série de pays font beaucoup mieux que nous, et ça c'est dommage parce qu'à côté de ça, la Belgique a été un bon élève européen dans d'autres matières, notamment les réinstaller. Sur les relocalisés, ça a mis du temps à se mettre en place, on a mis du temps à coopérer avec la Grèce, on a même retiré nos experts de Grèce parce que les conditions sont là-bas précaires et même difficiles en termes de sécurité, et là clairement c'est un domaine où la Belgique pourrait mieux faire. Alors il y a un autre domaine où là les chiffres sont plutôt positifs, et c'est étonnant parce qu'effectivement c'est un cas qui a été beaucoup médiatisé, c'est le cas des visas humanitaires. Et donc là on se rend compte, d'après les chiffres que vous donnez dans votre rapport, que la Belgique a été plutôt généreuse en délivrance de visas humanitaires courte durée. On a eu envie de tirer un grand coup de projecteur sur cette histoire de visa humanitaire, qui était très opaque, à la fois sur les chiffres et sur les critères. En effet, si vous regardez les chiffres absolus, on est à 1100 et quelques visas humanitaires en 2016. La Belgique est très généreuse, à la fois en 2016 et même l'année d'avant, beaucoup plus qu'elle ne l'a été avant. Un visa humanitaire, c'est quoi? C'est un passe-droit que vous donnez à distance à des gens pour leur permettre d'introduire une demande d'asile ici sans avoir à payer des passeurs, à faire les trajets.
le problème n'est pas dans le nombre de visas humanitaires. Le problème, c'est qui décide de les attribuer. Et quand on a essayé de décortiquer ce qu'il y avait dans ces 1100 visas humanitaires, on s'est aperçu de quoi? D'abord qu'il y a environ 400 personnes là-dedans qui sont ce qu'on appelle des réinstallés, des gens qui ont déjà une reconnaissance comme réfugiés dans un autre pays comme la Turquie, et que selon des quotas européens, on doit de toute façon réinstaller et amener en Belgique. Simplement, le visa humanitaire est le certificat technique qui leur permet de venir. Et à côté de ça, vous avez ce que nous on appelle les réfugiés sur invitation. C'est les fameuses opérations de sauvetage où la Belgique a délibérément pris 320 personnes par-ci, par-là, des chrétiens syriens en général, avec l'aide de congrégations religieuses ou d'autres gens dans le pays, qu'on a pris à distance. Ça veut dire que donc elle a été choisir les réfugiés qu'elle était d'accord d'accepter. En effet, si vous prenez tous les visas humanitaires pour asile, court séjour, que vous retirez ces deux catégories, on a découvert qu'il ne reste pas grand monde. Et qu'on n'a quasiment pas de cas d'une personne qui aurait demandé un visa humanitaire via une ambassade au Liban ou en Turquie, et qui l'aurait obtenu. Les deux cas médiatisés sont très intéressants parce qu'en effet... Ces deux familles-là, ces deux familles médiatisées sont extrêmement intéressantes parce que le gouvernement en a fait une question de principe. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'un peu dérangeant, parce que si ces deux familles avaient fait un peu comme tout le monde, si j'ose dire, avaient pris le bateau, payé des passeurs, franchi les frontières, étaient arrivées jusqu'en Belgique, et avaient là introduit une demande d'asile, elles auraient eu 97% de chances d'être reconnues. Ces deux familles-là respectent en fait l'intégrité de notre territoire, jouent les règles du jeu, et quelque part ne sont pas récompensées. C'est quand même un truc qu'il faudrait réfléchir. Donc par rapport à ça, si je vous entends bien, pour l'instant c'est l'opacité et l'arbitraire le plus total. Ou en tout cas, on peut dire que c'est assez, les critères d'attribution de ces visas humanitaires sont assez opaque, ou en tout cas manque de transparence. Vous demandez davantage de transparence sur les critères d'attribution? C'est l'opacité sur les chiffres, un peu moins grâce à nous, mais on pourrait imaginer que le gouvernement nous dise chaque année de manière très cash, voilà ce qu'il y a dans les visas humanitaires, les réinstallés, les réfugiés sur invitation et les autres. Deuxièmement, en effet, sur les critères d'attribution, nous, on pense qu'il faut garder un pouvoir discrétionnaire du secrétaire d'État. C'est normal parce qu'on ne peut pas non plus donner des visas humanitaires à toute personne qui le réclame. Ce n'est pas possible non plus. Par contre, il faut, un peu comme pour la régularisation, qu'on donne des critères clairs. Est-ce qu'on favorise des familles en difficulté? Est-ce qu'on favorise clairement des chrétiens ou d'autres minorités? Est-ce que si on favorise des chrétiens, on est d'accord de les favoriser sur d'autres minorités? Les Kurdes, les opposants politiques à Bachar el-Assad, ce sont des choix assez lourds qui nous paraissent devoir être le fruit d'une réflexion au Parlement et pas simplement du choix du secrétaire d'État, même si le choix définitif peut lui incomber au bout du compte. Vous pensez que vous serez entendu là-dessus? Théo Franken a expliqué à la radio qu'il était prêt à discuter de ces points-là, de notre rapport sur les visas humanitaires. Donc pourquoi pas? Parfois, il suffit que des idées mettent du temps, une fois qu'elles sont établies, à entrer un peu en réflexion. Donc voilà, nous on lance des ponts pour l'avenir. C'est notre boulot. Alors très rapidement, il nous reste 1 minute, justement, parce que vous en parlez, Théo Franken, le secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration. Vos rapports avec Théo Franken les rapports de Myria avec Théo Franken ne sont pas toujours faciles. Ça ne vous facilite pas toujours la tâche? Quelque part, c'est notre travail. On est une sorte de poil à gratter institutionnel. On est là précisément pour dire des choses qui parfois peuvent faire plaisir. On s'allie aussi parfois à l'action du gouvernement et qui parfois ne font pas plaisir. Ça fait partie du job. Alors, c'est un peu moins difficile qu'avant. Notamment, on avait des problèmes parfois sur l'obtention d'informations qu'on a beaucoup moins maintenant. Alors, on fait des recommandations. Il n'est pas obligé de les prendre. Mais la démocratie, c'est ça aussi, c'est le conflit. Et il y a quand même un avantage avec Théo Franken, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa politique, c'est que comme il n'y a pas de différence entre ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qu'il pense, il y a un côté très cash dans sa politique, ça fait au moins avancer le débat migratoire peut-être de manière plus simple qu'avant. Merci François De Smet pour toutes ces explications.